Bonjour à vous tous. Désolé pour ce retard. Alors, dans le cadre de cette présentation, je vais essayer de détailler davantage le modèle semi-analytique que j'ai développé pour modéliser la conduction thermique au sein d'un transistor MOSFET. Et pour ce faire, je vais commencer dans un premier temps par présenter quelques éléments de contexte et dire pourquoi on s'intéresse à un MOSFET. Par la suite, je vais détailler les étapes du développement du modèle semi-analytique. Après, je vais aborder la comparaison du modèle semi-analytique avec le modèle numérique et je terminerai par une présentation des perspectives de ce présent travail. Alors, la question qui est tout à fait naturelle et qui se pose très souvent, c'est pourquoi on s'intéresse à un transistor MOSFET. C'est parce que c'est parmi plusieurs applications énergétiques qui sont utilisables maintenant. Il y a les réseaux électriques intelligents. Et là, dans toutes les parties de ce schéma-là, je peux vous trouver un transistor ou bien, soi-disant, plus grand, un convertisseur d'électronique de puissance. Si je prends par exemple les véhicules électriques qui sont chargés par exemple à partir du réseau électrique qui donne une tension alternative alors que le chargement se fait en courant continu, donc on passe indispensablement par des redresseurs et là-bas il y a des transistors. Si je prends par exemple le panneau photovoltaïque pour suivre le point de puissance maximale à travers le dispositif MPPT, il y a la mise en place d'un convertisseur d'électronique de puissance qui est un hacheur s'avère indispensable. Pour injecter cette énergie électrique vers le réseau, il y a besoin de l'ondulé. Encore une fois, la mise en place d'un convertisseur d'électronique de puissance est indispensable. Et si je prends un tout dernier exemple des éoliens, ils sont reliés avec un redresseur et puis un onduleur pour pouvoir injecter l'énergie électrique produite dans le réseau électrique. Et du coup, dans tous ces éléments que je viens de présenter, il y a un élément essentiel qui est le transistor. Après, pour les transistors, il y en a une variété à niveau GPT, à niveau polaire. Mais nous, dans le cadre de ce travail, on s'intéresse au transistor MOSFET qui présente ses avantages à lui. Mais il y a un problème, c'est que ses propriétés, ses paramètres électriques plutôt, sont fortement thermodépendants. Et ça peut créer des problèmes lors de la mise en place des stratégies de contrôle commun. Et du coup, il y a un vrai besoin de connaître la température. De plus, non seulement la température qu'il faut surveiller, mais également ses variations parce que ça dégrade significativement la durée de vie du composant. Alors, dans ce sens-là, l'objectif global de ma thèse, c'était d'évaluer la température de jonction. Malheureusement, la vie n'est pas simple. Du coup, la température de jonction elle est inaccessible par des mesures directes de température. Si je prends l'exemple d'une caméra infrarouge, dans ce cas-là, il y a le gel ici en silicone qui est fait pour construire un milieu diélectriquement rigide pour éviter des arcs électriques entre les composants. Et pour nous, ça nous bloque la mesure par thermographie infrarouge. Après, si on essaye de mettre des thermocouples, cela c'est également compliqué pour plusieurs raisons technologiques. Et du coup, nous avons eu l'idée de faire une mesure déportée de la température, c'est-à-dire on va évaluer cette température au niveau de la jonction à peu près par là, mais à partir des mesures externes de la température, typiquement au niveau de la semelle. Et du coup, ce qu'on souhaite faire, c'est qu'un modèle qui soit à la fois réduit, pour qu'on puisse l'implémenter dans les algorithmes de contrôle-commande des convertisseurs d'électronique de puissance, et il faut également qu'il soit précis pour tenir du couplage thermoélectrique assez fort dans le MOSFET. Et à titre de comparaison, là, j'ai mis une résistance interne du MOSFET et ses variations en fonction de la température. Et à droite, il y en a celle de l'IGBT. Et du coup, pour construire notre modèle semi-analytique qui forme un petit peu la première étape de notre projet, nous avons eu l'idée de construire un modèle qui tient en considération cette géométrie représentative d'un transistor MOSFET. Et du coup, ce modèle-là, il suppose la connaissance parfaite des propriétés thermophysiques de toutes les couches, des caractéristiques géométriques et également des conditions limites, et qu'on lui alimente en entrée avec la température sur la face inférieure et la puissance dissipée sur la face supérieure.
Cette dernière, on peut la voir, et ça correspond uniquement à la puissance thermique dissipée lors de la conduction et lors de la commutation du transistor. Et la température sur la face inférieure, on peut la récupérer par thermographie infrarouge ou par un réseau de thermocouple. Et ça nous donne en sortie le profil de température sur la face supérieure. Et du coup, au vu de la géométrie qui est un peu complexe, du coup, nous avons eu l'idée d'utiliser deux méthodes. À la fois la méthode des quadripoles thermiques pour passer du flux de chaleur et de la température sur la face inférieure à cette face-là. Et puis pour tenir compte des différences entre les longueurs des différentes surfaces, nous avons eu recours à une conversion de spectre. C'est comme des matrices de changement de phase. C'est des matrices de changement de base que nous avons définies pour gérer ces différences-là. Alors, pour le transfert thermique dans chaque couche, nous avons utilisé la méthode des quadripoles thermiques. Si je prends ici l'équation de la chaleur dans un cas de détransitoire, avec θ, la différence de température, ça nous donne une condition initiale qui est une température égale à 0 partout, ce qui nous permet de se débarrasser de quelques termes dans la mise en place de la transformée de la place. Et puis nous avons imposé des conditions limites de type flux nul à la surface, ce qu'on peut justifier par la faible épaisseur des couches. Et du coup, à partir de cela, la méthode des quadripoles thermiques se base principalement sur une transformée de la place en temps et une transformée de Fourier en espace. Ici, nous avons utilisé des fonctions cosinus au vu des conditions limites qui ont été imposées. Et cela nous permet en fait d'avoir une relation matricielle entre les harmoniques de la transformée de la place, de la température et du flux de chaleur entre deux faces. Les matrices A, B, C, D sont tous des matrices carrées diagonales dont les termes sont détaillés à votre droite. Et pour gérer la constriction à l'interface de deux couches, il fallait exprimer le spectre de température dans une couche en fonction de celui dans l'autre couche. Et du coup, si on essaie d'exprimer cela, ça nous permet d'avoir la matrice suivante. Cette fois-ci, les matrices E1, 2 sont des matrices rectangulaires planes. Et puis, ils sont un peu comme ça, c'est des fonctions en sinus et en cosinus. En utilisant simultanément les quadripoles thermiques dans sa couche et la conversion de spectre pour passer d'une couche à l'autre, on peut avoir une expression de des harmoniques de la transformée de la place de température sur la face supérieure en fonction de la température sur la face inférieure et du flux de chaleur sur la face supérieure. Par la suite, pour retourner au domaine temporel, on utilise une transformée inverse numérique de la place par l'algorithme de Gever-Steffes. Et après, on utilise une transformée inverse numérique, analytique de Fourier pour avoir accès au profil de la température sur la face supérieure. Du coup, les résultats que nous avons obtenus avec le modèle semi-analytique, nous avons décidé de les comparer dans un premier temps avec des résultats menés sur un logiciel de calcul numérique de type COMSOL, COMSOL Multiphysics. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fourni la géométrie et les propriétés thermophysiques aux deux modèles. On a imposé un flux de chaleur sur la face supérieure et un coefficient d'échange par convection sur la face inférieure, modélisant la mise en place d'un ventilateur pour refroidir le composant. Et on a pu avoir en sortie finale de notre modèle COMSOL le profil de température sur la face supérieure. Et également, nous avons récupéré le profil de température sur la face inférieure que nous avons injecté dans le modèle semi-analytique avec le flux de chaleur sur la face supérieure, et ce qui nous a donné le profil de température sur la face supérieure, cette fois-ci semi-analytique. Et du coup, nous avons mené plusieurs études en régime permanent pour différentes valeurs de puissance, auxquelles nous avons comparé la sortie du COMSOL avec la sortie du modèle semi-analytique, et les résultats semblent en bon accord. Après ici, si je zoome un petit peu sur la figure d'en haut, en fait, on observe une forme de cloche qui est due aux conditions limites qu'on a imposées, et puis ça montre principalement le gradient thermique horizontal à l'échelle de composants qui est relativement faible. Au régime transitoire, nous avons testé plusieurs cas, mais on va présenter celui-là. Du coup, on a imposé un front montant de flux de chaleur
Et puis nous avons la température qui augmente et on observe cette fois-ci un bon accord entre les deux modèles. Alors pour faire le bilan, en termes d'avantages, on a le modèle semi-analytique qui semble en bon accord avec le modèle numérique, offrant ainsi un temps de calcul très rapide. Et cela est dû parce qu'on passe vraiment du profil sur la face inférieure directement au profil de la face supérieure et qu'on ne calcule pas les points intermédiaires. En termes de limitation, on a la matrice inversée, que j'ai appelée H dans le cadre du présent travail, qui était très mal inversible, très mal conditionnée pour plusieurs raisons. Et en plus, l'un des inconvénients, c'est vraiment la nécessité de bien connaître les propriétés thermophysiques et les paramètres géométriques de tous les couches. Et du coup, dans la suite de ce travail, nous avons résoudre un problème de conduction inverse en supposant que notre pseudo-source est la température de jonction qui forme l'entrée de notre modèle et on va essayer d'identifier un lien avec la température mesurée par un capteur ou plusieurs capteurs dans des endroits bien choisis. Et cette résolution va se passer en deux étapes. Premièrement, la calibration, à laquelle on va, dans un premier temps, identifier la transmittance système, connaissant la température du capteur et la température de jonction. On va utiliser le même jeu de données et on va voir si on arrive à reproduire la température de jonction à partir de la température de capteur. Et après, pour la validation, on va faire l'estimation de la température de jonction à partir de la température du capteur, mais avec un nouveau jeu de données. Et l'un des problèmes qu'on va confronter sûrement, c'est l'endroit où on doit mettre précisément le capteur ou les capteurs. Parce que là, si vous voyez ici, on a un grand phénomène de filtrage spatial. Du coup, on a une perte d'information à mesure qu'on descend. Également, dans les perspectives, on a la mise en place du banc expérimental où nous avons mesuré la température de jonction par thermographie infrarouge. Cette fois-ci, nous avons enlevé le gel par dégradation chimique. Et puis, on va essayer de corréler la température dans deux ou plusieurs endroits avec la température de jonction. Et puis, ce qu'on va faire, c'est les étapes, en fait, c'est vraiment, on va calibrer dans un premier temps sur le modèle semi-analytique ou console de D. Là, on connaît tout. Après, on va faire une calibration sur le modèle 3D et finalement sur le système expérimental. Je vous remercie de votre attention. Et on voit très bien. Des questions? À ce stade, vous n'avez pas d'idée encore si vous allez pouvoir remonter la température de jonction à partir d'une mesure qui est quand même très très loin et en présence de bruit de mesure, si vous allez avoir une précision et une résolution suffisante. Vous n'avez pas d'idée encore? Alors, nous avons testé ça. C'est-à-dire après la remise du travail, et on arrive à la corréler tout de même à la température de jonction avec des faibles bruits. Donc il y a donc encore des études à mener, mais ça a l'air de marcher. Nous, on n'a pas mis de résistance de contact à l'interface, mais on aurait pu l'ajouter parce que ce n'est pas eux qui sont vraiment limitants. Ça, on pourrait l'ajouter avec une simple résistance, avec une simple matrice. Oui. Juste, est-ce que c'est possible d'avoir l'idée du temps de calcul entre le modèle semi-analytique et le modèle console? Alors, oui, ça dépend fortement du maillage, mais d'une manière générale, c'est quelques secondes dans le modèle semi-analytique et une dizaine de minutes sous console. Tu avais dit que tu avais un problème avec une matrice qui était mal positionnée. Est-ce que tu as trouvé un moyen d'améliorer le positionnement de la matrice? Combien de temps ça te prend de résoudre, d'inverser cette matrice dans le cas où tu as un meilleur conditionnement? Alors, quand je dis c'est très mal conditionné, c'est-à-dire que ça nous limite. Donc c'est-à-dire on est limité à des faibles épaisseurs, et c'est-à-dire le rapport E sur L doit être suffisamment petit.
Mais nous n'avons pas fait de régularisation de matrice, ni rien du tout, on l'a inversé directement.